Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Santé qui est une initiative de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou en partenariat avec votre radio La Solidarité FM. Le présent numéro est consacré au service de la pédiatrie de ce hôpital et le thème autour duquel nous allons échanger porte sur le paludisme chez l'enfant. En effet, chaque année, entre 1 et 2 millions d'enfants meurent de paludisme dans le monde. Ils sont principalement la cible de cette maladie, largement répandue dans les pays tropicaux, mais en particulier en Afrique, au sud du Sahara, selon un article intitulé « Développement et santé numéro 138 », publié par Bernard Lagardère le 2 décembre 1998. Le Bénin, notre pays, n'est pas en marge de ce fléau. Des luttes s'y mènent de la part de différents acteurs pour réduire les cas de décès liés à cette maladie, surtout chez les enfants de 0 à 5 ans qui constituent une cible fragile. L'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou fait également de la lutte contre la propagation de cette maladie son cheval de bataille depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous recevons Dr Carole Gounoudi. Elle est médecin généraliste au service de la pédiatrie de cet hôpital Ordre de Malte de Djougou. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Avec vous, je l'ai dit, il sera question d'échanger sur le thème prévention du paludisme, prévenir la multiplication des moustiques, se protéger, se faire dépister et se faire traiter. La mise en onde est assurée par Awali Mawine Issa Moussa Kassim. Je suis à la présentation de cette émission. Madame, lorsqu'on parle du paludisme, dites-nous quel est ce type de maladie? Au fait, d'abord, avant d'apporter ma définition que j'aimerais donner, des éclaircissements sur les points de vue de ce que les gens ont sur la maladie qu'on appelle le paludisme. D'autres pensent que c'est quand on consomme trop d'arachides qu'on fait le paludisme. D'autres disent que c'est quand on manque de repos ou bien quand on s'expose beaucoup au soleil. Contrairement à tout ça, le palud, on l'a quand on se fait piquer par le moustique appelé anophèle. Anophèle femelle, c'est lui qui transmet au fait le paludisme. Oui, il transmet le paludisme. On constate qu'il y a certaines maladies qui se transmettent de personne en personne. Est-ce qu'on peut dire que le paludisme se transmet de personne à personne? Non, c'est pas ça. C'est pas le cas. C'est exclusivement par piqûre de moustique qu'on fait le palud. C'est pas par contact de personne en personne, non. Alors, quels sont les symptômes qui permettent donc d'identifier la maladie ou le début de la maladie chez l'être humain en général et surtout la couche des enfants de 0 à 5 ans? Particulièrement, on a deux types de palud. On a le palud simple et le palud grave. Tout type de fièvre. Chez tout sujet faisant une fièvre, il faut penser spontanément à un paludisme. Quand vous prenez la température acillaire qui fait 37 degrés 5 plus les 0,5, ça fait 38 déjà, il faut penser au palud. Maintenant, chez le palud simple ou sur le tableau palud simple, il faut des signes associés comme les céphalées. Bon, céphalées, c'est les maux de tête. Hein. Je vais détailler pour que les gens me comprennent un peu plus. C'est les maux de tête. Et l'inappétence, la personne n'a pas envie de manger. Les courbatures, c'est quand on a mal partout et tout. Et on est apathique, on n'a pas envie de faire quelque chose. Il faut s'orienter vers un agent de santé ou un centre de santé pour se faire dépister, se faire prendre en charge. Maintenant, dans le cas où c'est un palud grave, c'est que on n'a pas vite fait la consultation, ça a évolué. Donc le palud grave, c'est un palud simple plus les signes de danger et de gravité. Chez l'enfant, les signes de danger, on a l'incapacité de boire ou de manger. Et les vomissements incoercibles, la léthargie, c'est que l'enfant est là. Vous avez l'impression qu'il est avec vous, mais en réalité, il ne répond pas à vous le parler. Il n'est pas cohérent dans ses réponses. Vous voyez que vous lui demandez autre chose carrément, il répond à une autre chose. Et le coma, voilà. Quels sont, en dehors des enfants, les sujets à risque ou les sujets qui sont les plus habilités à faire cette maladie qu'est le paludisme? Tout sujet peut faire le paludisme, mais la nuance c'est que le paludisme grave, on a le palud simple comme je l'avais annoncé, le palud grave. Le palud grave, ça, il y a des gens prédisposés à ça. On a les enfants de moins de 5 ans, on a les sujets âgés, les vieilles personnes comme on les appelle d'habitude, les femmes enceintes qui font rapidement le palud grave. C'est que le problème chez la femme enceinte, elle pense que c'est sa grossesse qui la dérange, alors qu'en réalité, elle est en train de faire un palud, mais elle ne se rend pas compte. Donc, tout malaise chez femme enceinte, rapidement, il faut faire une consultation. Les sujets neufs,
Ceux qui n'étaient pas en Afrique, en zone endémique, qui étaient à l'extérieur du pays, de la zone, et qui veulent venir ici, eux, ils feront rapidement le palu grave avec les drépanocytaires. Voilà, c'est les sujets qui sont prédisposés à faire le palu grave rapidement. Madame, on va beaucoup plus s'intéresser au sujet de 0 à 5 ans, les enfants, surtout que vous êtes à la pédiatrie. Est-ce que le paludisme, ça fait partie des cas que vous recensez au niveau de ce service-là, chez les enfants? La majorité des cas, je vous remercie, c'est une très bonne question. Sur tous les cas qu'on prenne en général, le palu occupe la grande majorité des cas. C'est que les gens ne touchent pas du doigt comment le palu est fréquent. Et ils traînent, c'est du palu grave. Le palu simple est très rare. Mais les enfants viennent en train de convulser, d'autres dans le coma, anémie sévère. Et malheureusement, si on ne fait pas vite, on les perd. Donc, c'est le vif du sujet. C'est l'opportunité pour moi de mettre un point sur et le fait que le palu est là. Et avec la saison des pluies, il y a les flaques d'eau avec les gîtes lavés qui sont là, qui favorisent vraiment les choses. Si les parents peuvent profiter de cette émission pour quand même profiter des choses à faire pour éviter, prévenir le palu, ce serait un important point. Prévenir le paludisme, on va aborder cette question, mais avant d'en arriver à cette question, dites-nous en cas d'apparition de l'un des signes, puisque vous avez énuméré plusieurs, en cas d'apparition d'un de ces signes, quelle est la conduite à tenir par les parents de cet enfant, surtout que l'enfant ne peut pas aller à l'hôpital de lui-même? Au fait, l'idéal est de se rapprocher d'un agent de santé, comme je l'ai dit, ou d'un hôpital ou un cabinet à côté. Et il y a d'autres qui font des mauvais traitements, ce qui est l'idéal. Si on vous administre un traitement et dans les 2 jours, voire 3e jour, il n'y a pas d'amélioration, orientez-vous vers un hôpital de zone. Ce serait l'idéal. Que de traîner, parce que plus les gens seront en train de prescrire, ça va évoluer rapidement vers un palu grave et le coût pour traiter, ce serait plus. Vous serez en train de suivre, on a l'habitude de dire, de maths, la consultation est chère, de maths, l'hospitalisation est chère, mais c'est le travail efficace qui est là. Et si vous vous orientez rapidement, je crois que l'évolution vers les complications, ça ne va pas se faire, quoi. L'autre chose, c'est que beaucoup de personnes, je prends un symptôme, vous avez parlé de la fièvre chez l'enfant. La majorité des parents, lorsqu'un enfant a la fièvre, ont l'habitude de lui donner du paracétamol pour abaisser la fièvre. Mais si c'est un palu qui est caché derrière, le paracétamol ne va quand même pas guérir cet enfant du paludisme. Oui, bon, quand on laisse l'enfant faire la fièvre aussi, il peut convulser parce que l'excès de fièvre, ça fait convulser l'enfant. L'idéal est de baisser la fièvre d'abord, mais après, ce tâte-là, s'orienter vers un centre de santé ou voir un agent de santé, ce serait bien. Mais laisser un enfant en train de chauffer pendant des heures et des heures, c'est pas très bien aussi. C'est pas bon. C'est pas bon. Le paludisme, dans sa forme grave, comment est-ce qu'il peut se manifester chez un enfant? Capacité de boire ou de téter, les vomissements incoercibles, la léthargie, le coma, l'anémie sévère, l'hypoglycémie, les convulsions à répétition, les insuffisances cardiaques, insuffisances rénales. Et l'enfant peut pisser le sang, ou il peut être jaunâtre dans les muqueuses sont jaunâtres, voilà, ou les saignements au niveau des points de piqûre, là où on a piqué pour faire passer les soins, ça peut saigner aussi. Dites, madame, est-ce que il est possible de guérir du paludisme? On guérit le paludisme, mais quand vous traînez, c'est fatal. On guérit quand vous vous orientez vers un bon centre de santé et le traitement qui doit être administré rapidement, l'enfant récupère dans les premières heures qui viennent, vous voyez que l'enfant se retrouve. Alors, qu'est-ce qui explique les rechutes qu'on constate chez certaines personnes qui avaient fait le palu et 2 jours, 3 jours après le traitement, on constate que les personnes font une rechute. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce qu'on a constaté est que les enfants ne guérissent pas totalement avant leur sortie de l'hôpital parce que actuellement il y a plein de cas qui viennent, on n'a même pas la place à l'hôpital. Donc quand on voit qu'il y a d'amélioration chez un enfant, que l'enfant peut continuer les soins à la maison, on les laisse, mais sous prescription médicale. Il y a des médicaments qu'on leur écrit et sous surveillance des parents, on a confiance aux parents quand même. On leur permet de rentrer et on leur demande de venir au contrôle après. Mais qu'est-ce qui est constaté? D'autres parents respectent, comme on le dit, mais une fois à la maison, quand les parents voient que l'enfant va beaucoup mieux, d'autres ont la paresse
de continuer les soins. D'autres continuent encore leurs mauvaises habitudes, les mauvaises habitudes qu'il y avait avant. Bon, ne pas dormir sous moustiquaire. On laisse l'enfant et d'autres moustiques le repiquent encore et le cycle recommence. Voilà. Et on les revoit encore quelques jours après à l'hôpital en train de vomir avec les mêmes symptômes. C'est ça. Vous avez touché un paramètre très important. Certains parents ou certains usagers racontent que les prestations au sein de l'hôpital sont chères. Est-ce que la cherté n'est pas liée au recours tardif à l'hôpital? Est-ce que c'est pas lorsque la maladie devient grave, compliquée, qu'on se rend à l'hôpital et en ce moment il faut dépenser plus? Oui, ça peut être lié à ça parce que plus la maladie est grave avant l'arrivée à l'hôpital, plus le séjour serait long. Plus les médicaments aussi, bon, il faut des médicaments beaucoup plus efficaces. Donc, on ne peut pas voir un enfant en coma en train de convulser. S'il n'y avait pas de convulsion, il y a des médicaments qu'on peut écrire rapidement et le lendemain, on libère. Mais une fois que l'enfant est en train de convulser, il y a des traitements adjuvants. Traitement adjuvant, c'est genre le diazépam qu'on met pour soulager, genre le paracétamol qu'on met pour diminuer la fièvre. Donc, c'est ce côté-là qui fait que le palu, les gens pensent que, bon, je prends l'exemple, je reste dans mon sujet. Les gens pensent que, oh, de moi, t'es cher, mais c'est le travail efficace qui est fait. Les médecins sont là chaque jour au chevet des enfants, contrairement à ailleurs où, bon, c'est l'infirmière ou l'infirmier qui s'en charge. Le médecin n'est pratiquement pas là. Et il y a aussi des erreurs thérapeutiques. Les erreurs thérapeutiques, c'est ce qu'on ne doit pas faire chez un enfant, qu'on fait quand même, voilà. Donc, vous comprenez que ça doit être autre chose que ce qui se fait ailleurs. Alors, madame, on aborde cette question à présent. L'automédication, c'est un fléau aussi. Quel que soit le type de maladie, on constate que les populations s'adonnent à cette pratique, l'automédication. On se contente des médicaments soit issus de la tradition, soit chez des guérisseurs, soit on achète quelques médicaments à la pharmacie et on se contente de prendre ces médicaments-là espérant que ça aille mieux. Mais quand il y a des complications, le dernier recours, c'est à l'hôpital. Et finalement, si la personne recouvre la santé, c'est que c'est bien. Mais si le pire arrivait, on dit que c'est l'hôpital qui ne fait pas son travail. L'automédication, est-ce qu'elle est conseillée chez les enfants surtout, même si c'est du paludisme que nous parlons? L'automédication sur le paludisme n'est pas conseillée. Étant donné que c'est en fonction du poids de l'enfant qu'on fait des traitements, comment un parent peut maîtriser le poids précis de son enfant pour administrer le traitement adéquat qu'il faut? Donc l'idéal, c'est de se rapprocher d'un agent de santé ou bien d'un hôpital pour le traitement, parce que il y a d'autres, leur enfant doit prendre normalement 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir, mais on est étonné de voir que c'est un comprimé, le traitement que l'automédication a eu à faire, c'est un comprimé le matin, 1 comprimé le soir. Là, vous ne faites que retarder un peu. Vous aurez l'impression à croire que l'enfant est guéri. On va dire, c'est la semaine passée seulement son papa a payé de médicaments. Non, on l'a déjà traité, il n'a plus rien. En réalité, vous avez juste diminué la densité parasitaire. C'est le nombre la quantité de palu qu'il y a dans le sang. Et vous retardez juste les effets, l'évolution vers les complications. Mais le comble est que quand l'enfant commence par faire son palu grave, vous ne vous en rendez pas compte. La maman n'est plus là pour surveiller parce qu'elle est occupée au marché. Papa n'est pas là parce qu'il est dans son atelier et tout. Un jour, on appelle seulement l'enfant, vraiment il est pâle. L'enfant a fait un coma parce qu'il y a une hypoglycémie en dessous. L'enfant est en train de convulser, la piqué crise comme on le dit là. C'est juste pour éviter tout ça que nous on recommande de s'orienter vers les agents qui sont qualifiés, ceux qui maîtrisent la prise en charge du palu, parce que le palu tue autant de personnes, comme vous l'avez dit dans l'introduction, ça fait partie des premières causes de décès. Parce que les parents ont recours tardif, retard de consultation, c'est ce qui fait que ça tue maintenant comme ça. Sinon, en réalité, ça ne devrait plus tuer comme ça. Quelles sont les conséquences du paludisme sur la santé de l'enfant? C'est vrai qu'en début, vous avez essayé d'aborder quelques-unes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, comme je l'avais dit globalement, l'enfant peut garder des séquelles si le palu est grave. Bon, la surdité, l'enfant peut ne plus entendre après. Ou garder des séquelles comme avoir des difficultés à parler après, comme c'est l'atteinte neurologique au niveau du cerveau.
Mais à part ça, dans la gravité, on a le coma, comme je l'ai dit, les convulsions, je l'avais annoncé aussi, l'anémie qu'on peut corriger rapidement à l'hôpital, les hypoglycémies avec le sérum glucosé, on corrige aussi. L'ictère, ça là aussi, une fois que le traitement est administré, tout ça rentre en ordre, voilà. Les insuffisances rénales, on mettrait ça à l'hôpital, l'insuffisance cardiaque, ça se corrige dans la majorité des cas. Si on ne traîne pas trop jusqu'à souvent, c'est quand l'enfant est trop pâle avant qu'on ne l'amène, le temps que les parents aillent chercher le sang, des fois même la transfusion est en cours, mais l'enfant est déjà parti. Voilà. Oui, est-ce qu'on peut être immunisé contre le paludisme? Non. C'est vrai que la question paraît un peu bête. Non. Non, le paludisme, on ne confère pas une immunité au sujet qui a eu à le faire déjà. Non, le sujet peut faire autant de palud dans sa vie. Autant s'il ne respecte pas les mesures préventives, il peut faire le palud. Voilà. Oui, est-ce qu'il y a des sujets qui n'ont jamais fait du palud? Bon, les sujets qui ne vivent pas en zone endémique, les blancs, voilà, dans les pays de l'Europe, eux, ils n'ont pas le paludisme, d'autres ne connaissent même pas le paludisme parce qu'il n'y a pas de moustiques. Mais c'est quand ils se déplacent vers nous ici, ce sont des sujets neufs, voilà. C'est en ce moment qu'ils peuvent faire le palud. Comment éviter alors le paludisme, surtout chez les enfants? Bon, on ne va pas aborder, oui c'est vrai, je suis en pédiatrie, mais je vais donner des conseils en général. Pour éviter le paludisme, il faut dormir sous moustiquaire imprégné à longue durée d'action. Il faut protéger les fenêtres et les portes avec des grillages pour empêcher l'accès dans la chambre des moustiques. C'est vrai qu'ils sont tellement rusés, mais à partir de 16h déjà à 17h, si on peut fermer les grillages des portes et fenêtres, ce serait bien. Il faut détruire, assainir le milieu, détruire les gîtes lavés, surtout maintenant on est en saison pluvieuse, il y a des eaux qui sont stagnées dans les pneus, les boîtes de conserve à côté des maisons, les puisacs qui sont ouverts et il y a des laves qui sont dedans. Si on peut détruire tout ça, parce que plus on ne détruit pas, les laves sont là et ça va donner des moustiques qui auront accès à la chambre après. On a la pulvérisation intradomiciliaire aussi qui est recommandée, qui permet de lutter contre les moustiques là. On a les insecticides et la prévention médicamenteuse qu'on utilise en traitement chez la femme enceinte avec du sulfadocine pyrimétamine. Chez les enfants, on a sulfadocine pyrimétamine amodiaquine. Chez les sujets neufs, les étrangers, on a la malarone. Voilà, qu'on utilise chez eux. Voilà. Merci beaucoup à vous. On va prendre cette fois-ci un autre aspect du thème. On parle de la multiplication des moustiques. Comment prévenir la multiplication des moustiques? Voilà, c'est la question. La destruction des gîtes lavés en assainissant le milieu. Il faut les eaux de ruissellement, les eaux stagnantes, pas les eaux de ruissellement. Les eaux qui n'ont pas, qui ne sont pas parties après la pluie, qui ont stagné dans les pneus, dans les boîtes de conserve, les puisards ouverts. C'est là où les gîtes lavés là se développent dans les moustiques. Donc, il faut détruire tout ça. Oui, on dit se faire dépister contre le paludisme. Comment est-ce que ça se fait? Une explication? À l'hôpital, ça se fait, voilà. Devant toute fièvre, vous vous rapprochez de l'hôpital et soit on vous demande un bon, vous allez au laboratoire, vous donnez un bon, vous allez au laboratoire, on vous fait un prélèvement et les techniciens techniques avec plaisir votre sang et le résultat sera donné après. Soit on vous fait un test de diagnostic rapide, c'est comme le test de VIH-Sida, mais c'est différent, hein. La cassette est différente. On vous pique au bout du doigt, il y a un réactif qu'on met et c'est instantané, le résultat sort en même temps, vous avez votre résultat. Oui, est-ce que ce test, il est payant ou il est gratuit? Le test au laboratoire, c'est payant. C'est payant, mais le test de diagnostic rapide qu'on fait instantanément, là, ça, là, c'est gratuit, c'est le ministère qui envoie, donc c'est gratuit. Et ça se fait au sein de l'hôpital de zone Ordre de Malte? Ça se fait chez nous, là. D'abord, est-ce que vous enregistrez des populations qui viennent se faire dépister contre le paludisme? Non, c'est rare de voir les gens, c'est dans le personnel de l'hôpital qui a ça. Sinon, la population de dehors, c'est très rare de voir quelqu'un se déplacer pour dire « je veux me faire dépister ». Dans la majorité des cas, bon, c'est des enfants qu'ils amènent en consultation pour fièvre et
aux urgences pour fièvre aussi, mais avec des signes de gravité et de danger, comme je l'avais dit, des convulsions, les anémies sévères, les hypoglycémies et tout. Bon, quelqu'un se déplaçait comme ça et dit, bon, je suis malade, ou bien je veux faire un bilan, comme ça se fait sur d'autres cieux, c'est très rare. Ça ne se fait pas. Alors, un message à l'endroit de la population afin qu'elle prenne au sérieux cette maladie qu'est le paludisme. D'accord, le palu, ça tue. Le palu, surtout le palu grave, ça emporte les enfants de moins de 5 ans, comme je l'avais dit, les sujets âgés, les femmes enceintes, les sujets neufs, les drépanocytaires. Donc, si vous avez dans votre environnement des sujets comme ça, devant tout cas de fièvre, je vous en prie, orientez-vous vers un agent de santé ou vers un centre de santé ou l'hôpital de zone et le traitement adéquat sera administré pour que la personne retrouve sa santé. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, madame. Nous sommes donc en train de clôturer cette émission, mais avant, votre mot de fin. C'est un réel plaisir pour moi de venir parler du palu aujourd'hui, qui est un sujet très intéressant. Et j'attends ceux qui se sentent mal en consultation. Pour leur bien-être, je leur ferai un bon traitement. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, docteur Carole Kounoudji. Vous êtes médecin généraliste au service de la pédiatrie de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Avec vous, nous étions donc dans ce studio autour du thème prévention paludisme, prévenir la multiplication des moustiques, se protéger, se faire dépister et se faire traiter. Le paludisme, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est une maladie qui paraît très simple mais dangereuse car elle est capable de tuer, surtout les sujets à risque que vous avez suivis donc au cours de cette émission, en priorité les enfants de 0 à 5 ans. Vous êtes donc invités à rester vigilants, surtout par rapport aux enfants et au moindre signe ou au moindre symptôme, ne tardez donc pas, recourez donc à l'hôpital ou à un centre de santé pour une prise en charge rapide, ce qui permettra donc d'éviter le pire et éviter aussi le paludisme dans sa forme grave. C'est à la fin donc de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Moussa Kassim, j'étais à la coordination. La mise en onde était assurée par Awali Mawineiso. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, précisément le samedi, pour un autre numéro consacré cette fois-ci à la maternité de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Et le thème qui fera donc objet de cette émission sera l'accouchement à domicile, ses risques et ses conséquences sur la santé. C'est bien sûr pour le samedi prochain. Au revoir.